Viola. Merci. Puisque nous avons des interprètes en français, je vais les donner un peu de travail. À cette place, il devait y avoir le vice-maire de Strasbourg, mais vous allez le rencontrer ce soir, demain. Donc, j'ai la difficile tâche de faire une synthèse de cette discussion si profonde, qui montre combien nous et vous, nous sommes capables d'innover, pas uniquement dans la nouveauté, mais d'innover dans la profondité, dans la profondeur des choses. Ce n'est pas la même chose d'innover pour créer des modèles de fashion, quelque chose dans les court terme, mais ce qu'on a écouté aujourd'hui, ce n'est pas la crise, c'est un moment de profonde transformation. Et je pense que nous ne vivons pas une crise de façon négative, comme on le voit souvent dans les journaux, on l'entend, une crise qui nous porte à la perte de notre identité européenne ou de notre espace politique de vie. Nous vivons, je pense, un moment de transformation profonde. Et vous avez utilisé des mots qui, je pense, sont clés dans cette transition, qui n'est pas uniquement la transition de la jeunesse à la vie active, c'est autre et notre transition dans une société qui change profondément et dont nous devons, dans la complexité, comme il a été dit, recoudre les morceaux. Vous avez parlé de lutter contre l'invisibilité, rendre visible le potentiel de chacun. Je remercie Méline pour ça. Il ne peut pas y avoir des êtres humains invisibles dans une société qui prétend construire l'avenir. Vous avez parlé pas uniquement des free, des gratuits, vous avez parlé des freeing, libérons les ressources. Vous avez répété souvent qu'il est indispensable dans notre monde pour créer un avenir de libérer les ressources. Et vous avez expliqué plusieurs façons de libérer ces ressources. D'abord, identifier ce que nous gaspillons ou que nous abandonnons pour des raisons, par exemple, qui ne sont plus intéressantes pour la productivité ou pour les marchés avec une vision un peu court terme. Et cette transformation des pensées, on va identifier ce qu'on gaspille. C'est un changement radical dans la façon de percevoir l'avenir. Quelles solutions, vous avez dit, existent pour en exister? Comment nous pouvons être si créatifs pour créer de nouvelles médiations entre ceux qui gaspillent, ou les biens qui sont gaspillés et qui méritent d'être gérés de façon commune, et ceux qui n'y ont pas accès? Et vous avez montré comment la polarité dans certains aspects qui sont des droits de chacun sont évidentes, comme par exemple le gaspillage en termes de maisons abandonnées et l'augmentation des gens sans abri. Ou le fait que la productivité en Europe depuis les années 60 en termes de produits agricoles a augmenté de 40%, c'est exactement ce que nous mettons à la poubelle aujourd'hui. Et donc, quelle est la médiation? Quelles sont les formes de médiation que nous devons construire pour ça? Cette nouvelle médiation entre qui gaspille ou qui abandonne les ressources, vous avez parlé de la terre, et qui doit y en avoir besoin pour assurer sa dignité, son emploi, sa perspective à venir. Vous avez aussi parlé de quelque chose d'extraordinaire dans cette transformation, mettre des ressources ensemble.
pooling resources together. Construire les biens communs parce que les biens communs est distribué parmi nous tous, mais nous pouvons faire un effort pour mettre ensemble et reconstituer les ressources qui sont de nouveaux espaces, de nouvelles opportunités, de nouvelles formes d'accès. Et je pense que nous qui travaillons sur les politiques, nous avons une obligation de repenser à ces ressources pour l'accès aux droits de chacun en termes de ressources créées aussi par des formes coopératives. Vous avez dit, et c'est Alessia qui l'a dit, nous pouvons faire de nos ressources privées des ressources publiques en s'intéressant à des projets de biens communs. C'est aussi important. C'est dans cette transformation que je pense qu'il y a aussi quelque chose à poursuivre, à mettre en place des politiques qui favorisent cette transformation. Vous avez parlé d'eau, de recycler, de verre, de redécouvrir dans la technologie qu'on jette, auquel on a eu accès, la possibilité de recréer de la technologie dans la proximité. C'est-à-dire une totale transformation de la façon d'accéder. Vous savez aussi parler de façon non hiérarchique d'apprendre, de façon non hiérarchique de collaboration, de complémentarité des savoirs. C'est aussi important que ça. Comment introduire dans la vision publique cette dimension de non-hiérarchie, de horizontale, de la possibilité pour chacun d'être partie prenante de quelque chose parce qu'il est dans une perspective d'horizontalité et pas dans une perspective verticale ou hiérarchique. Vous avez aussi parlé des différentes alternatives qui devraient être reconnues, qui ont besoin d'un support pour vivre. Vous avez parlé des monnaies alternatives, mais dans la plateforme, il y avait aussi des idées sur l'utilisation du temps comme une monnaie, à tel point qu'on pourrait l'organiser dans des banques ou dans des espaces où l'on mettra à disposition des autres. Vous avez parlé de changer de comportement, sans pour autant savoir comment. Mais je pense que nous pouvons apprendre des exemples comme l'ancien maire de Bogota qui avait décidé de réduire de 40% la consommation de l'eau dans sa ville par le fait qu'il était impossible, insoutenable de continuer avec une consommation de l'eau qui délaissait une certaine partie de la population sans accès à ces ressources. Et il a fait appel aux ressources morales des citoyens pour réduire la consommation d'eau. Quand je parle de ressources morales, je parle de ces comportements qui permettent à chacun de nous d'avoir une relation plus équilibrée et plus juste avec les autres et avec son propre environnement. Vous avez parlé de la complexité. Je pense que le Conseil de l'Europe, modestement, a peut-être une réponse pour vous en termes de comment nous, les institutions européennes, adressons la question de la complexité. En effet, nous, on travaille pas uniquement dans des plateformes interactives comme Edgeriders, mais aussi avec les citoyens pour définir avec eux quelle est
leur bien-être et ce dont ils sont capables de mobiliser pour construire le bien-être de tous. Et l'on découvre comment, à travers une méthodologie qui laisse les citoyens s'exprimer, on arrive à une lecture de la complexité et pour répondre à James, à pouvoir donc tenir compte de ces différents aspects qui ont un impact dans la vie des personnes et des collectivités et pas uniquement à penser qu'on peut adresser une problématique par un angle ou par un seul aspect de la vie individuelle et de la vie collective. Et ça, c'est aussi un effort politique pour l'avenir. Nous devons créer ensemble, je pense, des approches, des méthodologies qui sont à la base des politiques publiques et nous permettent de faire une lecture de la complexité, mais aussi d'être capable d'indiquer où se trouvent les priorités. Ça, c'est aussi indispensable. Quelle est la priorité dans des sociétés qui sont de plus en plus inégales? Où se trouve la priorité pour envisager, comme nous, au Conseil de l'Europe, envisageons une société de bien-être de tous. Je vais en terminer pour dire que cette idée de networking est une idée, je pense, qui est clé et qui, quelque part, a guidé la discussion que nous avons eue aujourd'hui, dans le sens que mettre ensemble peut y avoir différentes dimensions. Une, évidemment, c'est par l'Internet, mais comme dit Emma, justement, nous ne devons pas penser que parce que nous sommes forts quelque part avec cette capacité de complémentarité, d'identification des ressources qui sont proches ou lointaines, on ne peut pas croire que tout le monde doit ça. Donc il faut intégrer dans cette capacité de mettre en réseau, de networking, ce qui ne donne pas accès. Et je pense que ça fait partie de votre approche de liberté, mais il faut encore les construire. Construire des processus où les biens communs donnent aussi la priorité à ceux qui ne l'ont pas. Je voudrais dire à Alessia et ce qu'elle a dit à la fin, comment reconnaître la valeur de l'effort que vous faites pour construire les biens communs. Je pense que c'est un sujet important, dans le sens que la valeur est souvent liée aux ressources matérielles. Mais comment donner de la valeur aux ressources immatérielles? Je pense que c'est indispensable dans ce processus de transformation, dans ce processus d'inclusion de tous. Je termine en vous remerciant. Rarement qui était dans un débat où il y a eu autant de profondeur. Où les questions vraies d'aujourd'hui sont posées avec une telle simplicité, mais aussi une telle clarté. Je dois, au nom du Conseil de l'Europe et de la Commission, vous remercier parce que quelque part, vous ouvrez des portes pour l'avenir. Et je pense que même si nos réponses institutionnelles vous paraissent parfois bureaucratiques ou lourdes ou lentes, il ne faut pas oublier, comme Emma l'a dit justement, que nous avons construit les projets politiques les plus intéressants de l'histoire moderne. Un projet politique qui met ensemble des pays, des identités si diverses autour de la possibilité de construire quelque chose en paix.
ce projet, on ne doit pas l'abandonner. C'est un projet trop beau pour penser qu'on fait les jeter à la poubelle. Mais je suis d'accord avec vous, je vous en remercie. Ce projet dessert aussi l'ouverture de nouveaux processus de transformation pour faire en sorte que tout le monde puisse y avoir sa place. Merci beaucoup. Là, il y a une pause café et on reprend.